On est ravis de vous accueillir aujourd'hui à la Moulinette et du coup on remercie énormément Jonathan et Ellie qui sont venus de Paris pour nous présenter le livre qu'ils ont écrit du coup avec CEDEC, Lutter en rupture, lutter en solidarité. Donc on vous avait, bon, notamment toi Jonathan, on t'a déjà invité il y a plusieurs années à notre local qui était situé rue de Valmy. Donc voilà, c'est une histoire qui se continue et on est très content de continuer ça aujourd'hui. Du coup, je pense que la conférence va durer à peu près 1 heure et demie. On va commencer en présentant l'offensive, puis Tzedek. On parlera du livre. On vous laissera la parole pour des interventions, remarques, questions à leur poser. Et puis ensuite, si vous souhaitez, si vous l'avez pas déjà, si vous souhaitez acheter le bouquin et vous le faire dédicacer, ce sera tout à fait possible. Et donc du coup, sans plus attendre, je vais commencer par vous présenter l'offensive pour ceux qui ne connaissent pas. Donc l'offensive, on est une organisation communaliste qui est née ici à Lille en 2021. Elle compte donc aujourd'hui, c'est une confédération avec donc plusieurs groupes locaux, dont un en Bretagne et deux en construction à Lyon et Paris, et donc pas mal d'organisations qui nous ont rejoints, donc des coopératives de production, des organisations politiques telles que Réseau Salariat, Survie, Front de rue, et d'autres associations qui représentent donc le projet politique qu'on porte. Au départ, c'est le fruit d'une union entre des gens du milieu libertaire, des gens du milieu antifasciste, des écologistes radicaux et des néo-militants militantes qui avaient jamais milité avant. La base, c'est vraiment de porter une proposition politique qui fasse une synthèse de tous ces courants dans une logique de massification et d'ouverture pour qu'en fait, enfin, on puisse gagner politiquement et qu'on arrête de juste se défendre comme on le fait depuis trop d'années. Et c'est aussi, donc l'offensive, c'est aussi le résultat d'expériences de solidarité qui ont lieu pendant le Covid, notamment les brigades de solidarité populaire. Et aussi la preuve qu'on peut tous se mobiliser de manière très efficace, comme ça a été le cas pendant les Gilets jaunes. Donc concrètement, on propose de plus attendre un hypothétique grand soir, reprendre le pouvoir en nous organisant en assemblée populaire pour décider nous-mêmes de ce que nous voulons pour nos vies et nos quartiers. Décider de nos moyens de nous chauffer, d'accéder à l'eau, à l'électricité, à l'alimentation, de la manière de gérer nos conflits ou encore de comment nous déplacer. On pense ces assemblées ouvertes à toutes et tous et en démocratie directe, une personne égale une voix. Et du coup, les assemblées de chaque rue et chaque quartier peuvent être ensuite fédérées à des échelons géographiques plus grands en envoyant des personnes mandatées de manière impérative, c'est-à-dire qu'elles sont mandatées uniquement pour ce que l'Assemblée populaire a décidé qu'elle ferait, et révocables, c'est-à-dire si elles le font pas, ben on les fait sauter. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le communalisme. Du coup, en plus d'instaurer ce nouveau mode d'organisation, ça nous semble donc, du coup dès maintenant nécessaire, hein, je l'ai dit, on n'attend plus le grand soir, de fédérer toutes les initiatives qui incarnent ce déjà-là en fait autogestionnaire, hors du capitalisme et pour une écologie sociale. Donc je l'ai dit, coopérative de production, association autogérée, épicerie solidaire. Donc on est d'ailleurs dans une coopérative ce soir qui incarne complètement ce projet. Du coup, la fédération de ces initiatives et des assemblées populaires, on pense qu'elle peut nous permettre à terme en fait, de nous organiser en dehors de l'État et de ses institutions pour enfin faire advenir une société qui soit débarrassée des logiques de domination et où chacune peut s'épanouir juste en travaillant moins et en prenant une pleine part aux décisions qui doivent être prises et qui nous concernent. Et du coup, évidemment, ce projet de société, on le veut antifasciste et antiraciste. En plus de nous doter d'institutions véritablement démocratiques, on pense qu'il faut se débarrasser des logiques de discrimination, de sexisme et de racisme, quel qu'il soit. Et ça implique bien évidemment de lutter dès maintenant contre ces logiques, donc sur tous les fronts. Donc elles gagnent du terrain actuellement et il nous faut les combattre sur le terrain des idées comme dans la rue. Et c'est dans cette logique qu'on s'est rapproché d'organisations telles que Tzedek. On a noué un contact, comme je le disais, dès votre création. On vous a invité dans notre local et on se croise régulièrement sur des événements antiracistes, comme le week-end Clément Méric à Paris, organisé par l'action antifasciste Paris Banlieue. Et évidemment, on porte une grande attention à vos travaux et à vos actualités, tant la voix que vous portez dans le paysage militant actuel nous semble importante. Et du coup, ça fait parfaitement le lien avec une petite présentation de Tzedek qu'on va se permettre de faire
et que vous pourrez corriger après si vous n'êtes pas d'accord. Je passe la parole à Camille du coup. Merci. Donc, Tzedek, pour ceux qui connaîtraient pas encore, c'est un collectif juif décolonial qui lutte contre le racisme d'État et pour la fin de l'apartheid et de l'occupation en Israël-Palestine. Donc, ce collectif est né en juin 2023 d'une volonté de rupture, et je vous cite, avec une stratégie idéologique visant à territorialiser une mémoire qui était diasporique, à nationaliser une tradition qui se pensait depuis l'exil et à convertir une blessure en licence de domination. Donc on va revenir sur tous ces points pendant la soirée. Le nom du collectif n'a pas été choisi à la légère, puisque Tzedek signifie à la fois justice et vertu en hébreu. Et dans la continuité de dizaines de générations, vous le rappelez aussi, sans justice, il n'y a pas de paix possible. À ce nom, vous avez choisi d'ajouter un point d'exclamation, car Tzedek est aussi un appel du cœur, un appel à la justice, un appel à la révolte, un appel à la lutte et à la solidarité, comme en témoigne le titre de votre ouvrage. Donc, comme première question, j'aimerais que vous reveniez sur votre première apparition en public. Pour la première fois, c'était le 10 juin 2023, lors de la marche en hommage à Clément Méric, marche qui, depuis plus de 10 ans maintenant, rend hommage aux militants antifascistes assassinés par des skinheads néo-nazis. Alors pourquoi avoir choisi de faire votre entrée sur la scène militante en tant que collectif Tzedek de cette manière? Eh ben, ça va, vous nous entendez bien, parce que nous, avec les retours et tout, on se rend pas compte avec les bruits de fond, c'est bon? Ok, ah bah. C'est pas moi qu'il faut demander, mais peut-être. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, ça fait chaud au cœur de voir que la salle est pleine. D'ailleurs, tu l'as dit, Yuri, moi, il y a une petite histoire personnelle qui fait que je suis particulièrement content de revenir à l'invitation de l'offensive, et on remercie aussi la Moulinette de rendre ce moment possible, tout simplement parce qu'une de mes premières interves, il y a maintenant 2 ans et demi, au nom de Tzedek, s'est faite ici à Lille. J'étais tout tremblotant avec une feuille, et du coup, voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreuses et nombreux. On a choisi cette date, en fait, ça aurait pu être une autre, mais parce que ça faisait des mois qu'on avait travaillé sur un manifeste qu'on voulait diffuser publiquement. Et on s'est dit que les 10 ans de la mort de Clément, c'était quelque chose en fait qui faisait écho à un ensemble de luttes, dans la mesure où c'est organisé par l'Action antifasciste Paris Banlieue, qui est une organisation avec laquelle on partage énormément de valeurs communes aussi, parce que ça fait partie des groupes antifascistes. Et d'ailleurs, pas que l'Action antifasciste, hein, mais tout le réseau des AFA, dans lequel j'inclus l'AFA Nord-Pas-de-Calais, son glorieux passé, les camarades de la GAL, etc., ont toujours synthétisé à la fois la question de la lutte contre l'impérialisme, de la lutte contre le racisme étatique, le racisme d'État, et la lutte contre le capitalisme, comme étant les principaux vecteurs de rapports de domination. Et du coup, on s'est dit que pour apparaître la première fois, en fait, au milieu des drapeaux pâles, au milieu de revendications qui sont à la fois anticolonialistes, anticapitalistes et antifascistes, ça faisait sens tout simplement parce que l'antifascisme, ça nous définit clairement, c'est notre colonne vertébrale dans laquelle justement on inclut complètement le combat décolonial, tout simplement. Et du coup, il y a une autre chose qui marque le début de Tzedek et les premiers moments, c'est, vous le citez dans le livre, hein, c'est notamment sur le stand de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, à la fête de Lima. Et donc effectivement, donc vous dites dans le livre que vous avez quand même pas mal de points communs avec eux. Bon, il y a aussi des choses qui vous distinguent. Du coup, est-ce que vous pouvez revenir sur peut-être le lien un peu au départ de Tzedek et donc voilà, sur le long terme, qu'est-ce qui vous distingue et qu'est-ce qui vous rapproche? Oui, encore, comme Jonathan, merci encore pour l'invitation, c'est un plaisir d'être ici. Sur la question de à la fois notre fraternité, notre solidarité avec l'UJFP et les différences éventuelles qu'il peut y avoir entre nos deux organisations, c'est vrai, je pense qu'on peut commencer par le dire, on est vraiment les enfants de l'UJFP d'une certaine manière, certains littéralement, puisque sans dénoncer personne, certaines personnes ici ont leurs darons qui sont à l'UJFP également. Donc il y a vraiment ce rapport de filiation
entre nos deux organisations. Après, avec l'affiliation, il y a aussi des divergences entre les générations et je pense qu'il y a aussi une forme de différence générationnelle dans nos manières de militer et y compris aussi d'un point de vue idéologique. Je pense, d'un point de vue politique, la principale différence qu'il y a entre nous, donc le premier point, il faut rappeler que l'UJFP a été la seule organisation juive partie prenante des luttes en solidarité avec la Palestine, antisioniste, mais aussi antiraciste au cours depuis sa création, c'est-à-dire en 1994. Donc l'UJFP était à la fois dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, mais aussi dans les actions contre les violences policières, en solidarité avec les familles de victimes, dans les mouvements aussi de lutte contre la loi islamophobe de 2004, par exemple. Donc voilà, l'UJFP nous a largement précédés dans ces combats-là. Mais c'est vrai que l'UJFP est héritière aussi d'une certaine forme de tradition de gauche et de gauche radicale qui était peut-être plus anticléricale, pour pas dire carrément laïcarde, tandis que nous, en tant qu'on a un collectif décolonial, on a un rapport peut-être différent à la question de nos identités, de la pratique religieuse par exemple. Et c'est vrai que l'UJFP est une organisation beaucoup plus laïque que ce que nous on peut être l'UJFP, et par ailleurs une organisation qui est composée majoritairement de personnes juives, mais qui a aussi des non-juifs parmi ses membres, tandis que nous on a choisi de se constituer comme un collectif en non-mixité. Jonathan, je ne sais pas si tu veux compléter. Il y a aussi une dernière chose, mais c'est vraiment une toute petite différence, parce que tu l'as dit, l'UJFP a été par exemple présente dans le cadre des combats contre l'islamophobie à un moment où ça n'existait pas au sein de la gauche. Elle a été présente aussi parfois, c'est vrai que c'était assez beau de voir un drapeau UJFP en plein milieu d'une banlieue, pour accompagner les familles victimes de violences d'État. Mais la centralité de son combat, c'est d'apporter une voix juive dans le cadre de la solidarité envers la Palestine. C'est notre cas avec Tzedek, mais c'est notre cas aussi parce que l'actualité le veut à travers le génocide, alors que de base, on est une organisation juive antiraciste depuis la France. Donc, automatiquement, en tant qu'anticolonialiste étant donné nos judéités, la question du sionisme est centrale et définit notre boussole d'un point de vue politique en tant que juifs décoloniaux. Mais on part du principe que on vit dans un pays qui est le deuxième vendeur d'armes au monde, qui a jamais vraiment fait le bilan de son passé collaborationniste et encore moins de son passé colonial, avec une surexposition de la question de l'antisémitisme, en en parlant très mal, où les autres formes de racisme sont minimisées, et que nous, du coup, une de nos missions, en tout cas un de nos combats, c'est aussi de se combattre la hiérarchisation des formes de racisme, ce que fait l'UJFP, mais à la base en décentralisant la question palestinienne. Le fait est que depuis le 7 octobre, c'est une actualité qui est prioritaire, dans laquelle nos voix sont particulièrement scrutées. Donc, ça couvre une grande partie de nos communiqués, de nos activités, etc. Mais ça, c'est vraiment je pense que c'est la dernière différence qui est vraiment infime. Tu l'as dit. Sinon, notre organisation est issue en partie du peu de jeunes qui restaient à l'Union juive française pour la paix. Encore jeune, tout est relatif, vu l'âge que certains d'entre nous pouvons avoir. Mais on est né en fait effectivement avec le besoin aussi quand même de perpétuer leur combat, mais en ayant aussi une certaine autonomie dans notre manière de communiquer sur les réseaux sociaux, et avec aussi justement peut-être un besoin d'affirmer une spiritualité qui est pas forcément possible dans une orga de gauche traditionnelle, quoi. Même si c'est pas non plus des bouffeurs de curés laïcards. On n'a pas du tout le même rapport avec cette dimension-là, et surtout on vient moins d'organisations militantes. Ça, c'est aussi une différence qui est fondamentale, je pense. Dans votre livre, forcément, vous faites un retour historique sur les origines du sionisme. Donc, on peut remonter aux années 1880. En réaction à l'oppression subie par les minorités juives d'Europe, l'un des premiers théoriciens, Théodore Herzl, avance que la création d'un foyer national juif serait en fait la solution à la question juive. Pourtant, dans votre livre, vous expliquez clairement que cette théorie repose sur des idées racistes et donc antisémites. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi le sionisme repose en grande partie sur des idées antisémites ? Ouais. Alors, c'est l'un des points qui nous semble absolument essentiel de rappeler, c'est que les pères fondateurs du sionisme, à commencer par Herzl, mais les autres théoriciens, que ce soit Rupin, Nordau, etc., étaient avant tout des Européens de leur époque. Et en tant qu'ils étaient des Européens de leur époque, c'était des gens qui étaient traversés par les idées majoritaires de cette époque-là, à savoir la fin du 19e siècle.
C'est-à-dire que le colonialisme était quelque chose de parfaitement naturel, de parfaitement positif, que les races humaines biologiques existaient et que il pouvait y avoir des hiérarchies entre ces différentes races. Et donc le sionisme, en tant qu'il est une idéologie européenne de la fin du 19e siècle, est vraiment imprégné de ces idées-là. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, du point de vue de l'antisémitisme, je pense qu'il faut faire attention il y a un certain nombre de personnes qui soutiennent l'idée que le sionisme serait une forme d'antisémitisme. Je pense que c'est peut-être quelque chose, en tout cas à Tzedek, c'est pas forcément notre position, on considère qu'il faut être un peu plus prudent par rapport à ça. Il n'en demeure pas moins que les sionistes partageaient avec les antisémites de leur époque un certain nombre d'idées, notamment en ce qui concerne les minorités juives. Ils considéraient notamment que la vie diasporique avait fait des juifs et des juives en Europe des êtres faibles, dévirilisés, d'une certaine manière dégénérés, et que précisément pour régénérer les juifs, il était important qu'ils s'engagent dans une démarche coloniale, notamment du travail de la terre, le fait de se constituer en armée, et qu'ils quittent les rôles auxquels ils avaient cantonné les oppressions antisémites. Donc ça, c'est un premier point. Et peut-être un deuxième point, c'est de rappeler que les sionistes considéraient que pour le succès de leur projet, qui était donc d'établir une colonie suprémaciste juive en Palestine, les antisémites pouvaient constituer des alliés. C'est-à-dire que les persécutions qu'enduraient les juifs pousseraient un grand nombre d'entre elles et eux à quitter les pays dans lesquels ils étaient, donc notamment en Europe, et à les rejoindre en Palestine, et permettrait donc d'assurer une suprématie démographique juive en Palestine. Et enfin, ils voyaient aussi ce que ça pouvait avoir d'attirant pour les antisémites européens de leur vendre un projet qui permettrait à ces antisémites de se débarrasser de leur population juive. Ouais, juste une phrase pour compléter. Nous, ce qu'on peut considérer, en fait, c'est que le sionisme, c'est une transposition par définition des idées racialistes et nationalistes qui correspondent littéralement à cette époque de l'avènement de la modernité capitaliste et de la constitution des États-nations. Et en fait, c'est rien d'autre qu'une transposition de la suprématie blanche qui est à la fois appliquée en Palestine, mais quelque chose aussi qu'on a tendance à minimiser, c'est envers les communautés juives entre elles. Tu parlais par exemple de Rupin, qui a beaucoup inspiré la création des kibboutz, vous savez, c'est ce truc soi-disant progressiste. C'était quelqu'un, par exemple, qui racialisait les juifs et les juives en considérant que les juifs d'origine originaires du Moyen-Orient ou du Maghreb étaient inférieurs aux Ashkénazes sur le plan intellectuel, par exemple, que les juifs originaires du Yémen. Alors eux, c'était vraiment trop arabes, limite plus arabes que les arabes. Donc du coup, leur intégration serait littéralement impossible dans un foyer dans un foyer sioniste. Donc c'est avant tout une forme de racialisation qui touche la population palestinienne dans son ensemble, mais on a tendance à minimiser cette transposition justement racialiste envers à l'encontre des juifs et des juifs entre eux qu'on a pu observer notamment pendant très longtemps dans l'État d'Israël. Mais encore une fois, la caractéristique principale qui fait qu'on a du mal à aborder ce thème-là, c'est que même si aujourd'hui le sionisme est quand même soutenu majoritairement par des blancs parce qu'ils sont plus nombreux d'un point de vue démographique que les juifs et les juifs, il concerne les populations juives. Mais si on regarde en fait son idéologie, elle n'est pas nouvelle. C'est juste la manière avec laquelle se sont aussi construits d'autres États-nations, comme les États-Unis, comme la France, comme le Royaume-Uni au moment de l'affaissement de son empire, et j'en passe, quoi. Donc vous avez parlé de la figure d'Arthur Rupin justement, et dans les années 1910-1920, il parle vraiment de la figure du juif nouveau. Moi j'ai découvert dans votre livre toute cette partie là avec la taxonomie du né également, et il parle de la figure du juif nouveau complètement stéréotypé et viriliste, l'idée qu'il faut travailler la terre et fonder une armée. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu cette idée ? Oui, vraiment, mais c'était des idées qui étaient extrêmement répandues en fait parmi les nationalistes de l'époque. En fait, les Juifs en Europe avaient été exclus d'un certain nombre, historiquement, d'un certain nombre de positions dans la société. Notamment, il ne leur était pas permis de travailler la terre, il ne leur était pas permis d'exercer tel ou tel métier, il ne leur était pas permis de porter des armes. Et donc, depuis un imaginaire et des idéologies nationalistes et racistes qui étaient celles dominantes à cette époque-là, et avec cette forme de biologisation et tout, le fait de considérer que le lien à la terre,
avait des implications biologiques. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les extrêmes droites européennes de l'époque, par exemple dans le nationalisme allemand, les mouvements völkisch, etc., qui insistent beaucoup sur le sang et le sol. Et il y a vraiment cette idée que le travail de la terre est constitutif d'une humanité enracinée, virile, etc. Et la modernité, c'est l'un des reproches que beaucoup d'antimodernes et notamment de nationalistes et de romantiques adressent à la modernité, c'est qu'avec l'urbanisation, ça a arraché les êtres humains aux terres qu'ils occupaient, au terroir, vraiment dans une perspective raciste, pour les déraciner. C'est d'ailleurs le titre d'un bouquin d'un nationaliste français, Maurice Barrès de l'époque, et les a fait dégénérer vraiment dans un sens biologique. Et les sionistes partageaient cette idée-là, et donc c'est pour ça qu'à leurs yeux, le fait d'aller travailler la terre en Palestine était une manière vraiment de régénérer ce qu'ils percevaient être la race juive. Quand on parle du colonialisme, on peut distinguer l'exploitation économique et l'oppression économique. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre les deux ? Et pourquoi finalement c'est le chemin de l'oppression économique qui a été choisi en grande partie sous l'influence de la gauche travailliste? Ouais, ça c'est une distinction qu'on emprunte au penseur marxiste Eric Olin Wright, qui fait une distinction donc entre oppression économique et exploitation économique. Et ce qu'il dit, c'est que il y a deux cas de colonies de peuplement auxquels on peut penser. Il y a un cas qui est celui par exemple des États-Unis, où les colons arrivant trouvent une population sur place, et cette population, il aurait été plus simple pour eux qu'il n'existe pas. Et donc, ça va mener à des logiques génocidaires. Il y a d'autres cas de colonialisme de peuplement où, au contraire, le colonialisme va en passer par l'exploitation économique des populations autochtones. C'est par exemple le cas de l'Afrique du Sud. Et il y a un débat qui a agité le mouvement sioniste dans les années 20, alors qu'ils avaient commencé à essayer de constituer un foyer national juif en Palestine, qui est précisément autour de cette question-là, avec une aile droite et une bourgeoisie sioniste qui considère que les populations autochtones de Palestine arabe devraient être exploitées économiquement parce qu'elles sont plus productives que les juifs, et donc ça va permettre davantage de rentabilité économique. Et au contraire, une gauche sioniste qui va considérer que en exploitant économiquement cette population, le projet colonial va être rendu vulnérable par le fait de dépendre de cette population, et donc va considérer qu'il faut réserver le travail, notamment de la terre, aux seuls colons juifs arrivant sur place, quand bien même ils seraient moins productifs que les populations autochtones. Et en réalité, ce débat-là, on voit quelles peuvent être ses conséquences ultimes, c'est-à-dire que dans le cas où il y a le colonialisme dépend de l'exploitation économique de la population autochtone, va y avoir évidemment un système d'apartheid qui va être mis en place, des formes d'oppression évidemment dont il ne s'agit pas de nier la violence, mais quand la population autochtone est considérée comme parfaitement surnuméraire, parfaitement inutile, etc., on voit bien que ça porte en elle-même une logique génocidaire dont on voit les dernières conséquences aujourd'hui. Du coup, pour revenir à un point plus actuel, et dont vous parlez évidemment beaucoup aussi dans le livre, c'est le fait que donc la situation israélo-palestinienne et la guerre là avec Israël depuis des années, et encore plus depuis le 7 octobre 2023, c'est vraiment un conflit qui est central en France, plus que plein de conflits dans lesquels en fait la France est impliquée directement, hein. Il y a les interventions de l'armée française au Mali. Bon, il y a pas le même intérêt qui est porté clairement à l'Ukraine qu'à la Palestine. Les désastres qui sont engendrés aussi par le maintien de l'ordre colonial dans un certain nombre de lieux, notamment la Kanaki. Du coup, selon vous, et vous le développez dans le livre, pourquoi donc la Palestine est aussi centrale dans le débat politique français? Je pense qu'elle est dans le débat français, mais qu'elle est plus généralement dans le monde occidental, mais qu'il faut voir certaines réalités en face. Moi, j'aimerais bien dire que, par exemple, ce qui se passe en Palestine, finalement, est loin de moi, que comme tous les juifs sont pas des sionistes et qu'on est des juifs français, ça nous concerne pas, mais le fait est que dans une famille, peu importe son niveau de pratique religieuse ou de sécularisation,
qui est d'origine juive. Bon, déjà, on est quand même un certain nombre à avoir de la famille plus ou moins éloignée directement sur place. Et le débat reviendra sur la table à partir du moment où vous affirmez que vous êtes solidaire du peuple palestinien, même sans forcément affirmer votre antisionisme. Je vous jure que ça va susciter des réactions. La deuxième chose, c'est que on sait aussi que la Palestine, c'est un mouvement historique dans lequel s'engagent beaucoup de personnes qui sont pas issues de la gauche traditionnelle et notamment issues de l'immigration post-coloniale. Ça a toujours été un mouvement dans lequel à travers lequel les gens se politisent et une porte d'entrée vers la politisation. Je pense qu'on l'a observé au lendemain du 7 octobre, une composition sociale des manifestations qui est pas équivalente à celle qu'on retrouve dans la gauche habituelle. Et comme on est dans un pays dans lequel il y a un continuum colonial qui a toujours certains traumas qu'il n'a pas digérés, notamment la guerre d'Algérie, à plus forte raison justement qu'il y a une mobilisation plus importante que dans d'autres mouvements de l'immigration postcoloniale. Il y a cette idée en fait de mater les personnes, et le racisme anti-palestinien qui s'explique aussi parce qu'Israël est une base arrière de l'Occident et du coup logiquement à l'avant-garde de la fascisation, hein, même si c'est pas le seul pays, hein, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres exemples qu'on pourrait citer. Tout ça pour dire qu'en fait oui, la répression qu'on peut observer à l'encontre de ce mouvement, c'est aussi un prolongement du racisme anti-arabe et de l'islamophobie et de l'islamophobie qu'elle soit théorisée ou non. Et puis qu'il y a quand même aussi une logique d'opposition des formes de racisme, notamment à travers le philosémitisme d'État, qui voudrait en faire des juifs et des juives à la fois une minorité modèle qui serait attachée à l'État d'Israël et qui appartiendrait de facto au corps républicain face en fait à une horde de barbares islamisés, archaïques qui seraient inadaptés à la société française. Et ça, je pense qu'on peut pas. Ça, je pense que c'est plusieurs éléments qui sont regroupables, qui s'inscrivent à la fois dans une dimension de fascisation et qui est incarnée par une théorie complètement foireuse qui s'appelle une pseudo-civilisation judéo-chrétienne dans laquelle en fait les juifs et les juives non seulement appartiendraient au corps de la suprématie blanche, mais on deviendrait même en fait d'une certaine manière l'avant-garde. Alors moi, ce que je réponds à chaque fois, c'est civilisation judéo-chrétienne. Bon, Auschwitz, c'est l'Occident. Les pogroms de la Russie tsariste, bon, c'est la chrétienté européenne suprémaciste et blanche qui les a mis en place. Alors que des civilisations judéo-musulmanes dans le monde arabe, il y en a un certain nombre. D'ailleurs, Sophie Bessis, dont on a le livre ici, on parle très bien. Et il y a du coup derrière aussi un aspect civilisationnel ou pseudo-civilisationnel. Je sais pas si tu veux compléter là-dessus. Non, effectivement, je pense que la lecture du conflit, de la situation coloniale en Israël-Palestine comme un conflit civilisationnel, c'est aussi quelque chose qui va avec le développement de l'idée et de l'idéologie raciste du choc des civilisations à partir des années 2000 dans l'intégralité du monde occidental. Et donc, il est assez peu surprenant en réalité que, alors que l'intégralité du champ politique, aussi bien la droite que la gauche, se soit rallié à ces thèses, ce qui n'était pas du tout le cas avant, parce que rappelle par exemple que la position que pouvait tenir un Chirac dans les années 2000 sont quand même très différentes des positions que tiennent aujourd'hui la droite française vis-à-vis de la question palestinienne. Mais c'est précisément parce que la lecture en termes de choc des civilisations et donc d'un monde occidental blanc opposé à un monde musulman barbare se sont imposés dans l'intégrité de la civilisation que la question de la Palestine est prise dans cette lecture. Vous avez dit un mot très rapidement, le philosémitisme, dont on parle beaucoup moins que l'antisémitisme. Et pour autant, pour vous, c'est un autre antisémitisme. Est-ce que vous pourriez le réexpliquer ? En fait, c'est quoi le philosémitisme ? De la même manière, enfin, alors, moi je dirais qu'il y a deux choses à définir. Il y a d'un côté le philosémitisme et de l'autre le philosémitisme d'État, parce que c'est deux choses différentes, l'une est une émanation directe de l'autre. De la même manière qu'en fait le racisme produit des stéréotypes négatifs, parfois il produit des stéréotypes entre guillemets censés être positifs. C'est souvent les deux faces d'une même pièce, et parfois les gens sont aussi racistes
sont racistes de deux manières. Un exemple qui pourrait me venir en tête, c'est celui de la négrophilie. Il y a des gens qui sont négrophobes, qui détestent les noirs, en fait, qui les bestialisent et qui les animalisent, mais il y en a qui les animalisent et les bestialisent, en fait, par fétichisation du corps noir avec une espèce de fascination malsaine. Un courant comme le courant des orientalistes était à la fois complètement fasciné et fétichiste vis-à-vis des cultures et des civilisations arabo-musulmanes, ottomanes et j'en passe. Et la caricature, ce serait par exemple de représenter une danseuse du ventre avec un hijab, tu vois, par exemple. Et ben de la même manière que le racisme produit des stéréotypes ou des habits qui sont censés être positifs, l'antisémitisme n'en est pas exempt. Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, qu'au moment où je donne mon prénom et où on me demande si je suis feuge, les gens changent de réaction, en mettant limite la main sur l'épaule en me disant « Moi, j'adore les juifs, en plus que ce qui vous est arrivé, c'est vraiment trop horrible, etc. » Voilà. Et ça, c'est une forme de racisme. Quand on parle de philosémitisme d'État, on parle d'autre chose. C'est-à-dire qu'on parle d'une forme j'ai envie de dire de prise en étau, voire même en otage d'une communauté qu'on va ériger comme une communauté modèle, justement pour l'opposer à d'autres minorités ethniques généralement issus de l'immigration postcoloniale, donc disons-le clairement, les Noirs, les Arabes et ceux qui pratiquent ou non, mais qui sont musulmans ou supposés musulmans. Et un exemple qui va me venir en tête, ça va être la citation de Gérald Darmanin, qu'on adore toutes et tous ici, j'en conviens. En une phrase, pour moi, il a tout dit. Il va vous dire par exemple que toucher un flic, c'est toucher un juif, c'est toucher la République. Bon. Au-delà de l'affront que ça représente pour l'histoire des Juifs et des Juifs, quand on connaît l'histoire de la police française, en réalité, derrière cette idée-là, il y a quand même celle que, quoi qu'il fasse, le Juif fait partie intrinsèquement du corps républicain, limite plus qu'un blanc, peu importe son degré de communautarisme ou justement de refus d'assimilation ou non à la société française. Il y a l'idée qu'en fait, il serait intouchable et souvent, en plus, avec ça, on lui assigne de facto le fait de soutenir un État suprémaciste et génocidaire d'un côté. Au même titre que le traitement de la mémoire, si vous l'observez aujourd'hui, moi je dis pas qu'on parle trop de la Shoah. Je pense qu'on parle pas trop d'un génocide, je pense qu'on en parle mal, mais qu'il est généralement mobilisé sans revenir sur ce qu'est l'antisémitisme, ne serait-ce que ses racines étymologiques, le fait qu'il a été théorisé par des personnes qui ont théorisé la race en incluant en fait finalement toutes les personnes qui ont été racialisées avec des préceptes de racialisme, mais en réalité, en fait, quand on parle de philosémitisme d'État, on parle de ça. Et ça ne veut pas dire que ces gens aiment forcément les Juifs et les Juifs. Moi, je pense, par exemple, que Emmanuel Macron n'en a absolument rien à foutre des Juifs. Je pense, par contre, qu'Aurore Berger, dans sa tête, elle est vraiment en train de s'imaginer qu'elle est dans le camp du bien et qu'en fait, elle est une sorte de rempart dans la lutte contre l'antisémitisme, contre une horde de barbares venus grand remplacer et islamiser l'Europe. Et c'est vraiment ça, je pense, qui joue quand on parle de ce terme-là. Deuxième exemple, pour citer encore cette personne qu'on adore toutes et tous, j'imagine ici, donc c'est-à-dire Gérald Darmanin, dans son livre, en fait, ce qu'il stipule, c'est de faire aux musulmanes et aux musulmans ce que Napoléon a fait aux juifs et aux juifs, à savoir créer une institution représentative qui est directement gérée par l'État. Donc chez nous, ça s'appelle le consistoire, qui est une organisation en fait qui coordonne les institutions rabbiniques en France. Et dans son livre, qui est vraiment un pamphlet antisémite, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, les juifs et les juifs, c'était des espèces de trublions qu'il faudrait mater, comme il faudrait mater les musulmanes et les musulmans aujourd'hui. Voilà, quand on parle de philosémitisme, on parle de ça. Ouais. Oui, je pense, juste pour préciser, vraiment, c'est important pour nous dire que le philosémitisme, c'est une forme d'antisémitisme, mais qui, en tant qu'il est devenu une forme de politique, c'est devenu le rapport dominant de l'État français à sa population juive depuis la Seconde Guerre mondiale et la Shoah notamment. Il y a d'autres cas par le passé de politique philosémite de la France. Il y a notamment le cas qui est bien connu du décret Crémieux en Algérie. Donc en 1868, la France choisit de donner la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie alors que la France maintient les musulmans d'Algérie sous le régime de l'indigénat. Et donc, il y a vraiment cette idée de constituer une minorité modèle compatible avec les valeurs de la République française. Et ça, vraiment, c'est vraiment ce qui est au cœur du philosémitisme. C'est créer une forme de minorité modèle compatible avec les valeurs de la blanchité pour mieux minoriser et discriminer d'autres minorités qui, elles, ne seront pas modèles.
Est-ce que vous pourriez parler de la définition opérationnelle de l'antisémitisme par l'IRA qui date de 2016 et de sa visée clairement liberticide, ou encore de la loi Yadan dont on a parlé beaucoup ces dernières semaines, donc, et des théories plus généralement développées par Masover par exemple, qui a parlé de l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins répressives. Ouais, alors là, effectivement, il y a une grosse actualité autour de la loi Yadan, même si elle a pas encore été, son vote a été repoussé et elle devrait passer à la fin du mois de juin, notamment normalement devant l'Assemblée nationale. Alors la loi Yadan, c'est une loi qui porte un certain nombre de dispositifs extrêmement dangereux et risqués du point de vue de des libertés publiques. Et l'un des points les plus dangereux, c'est que elle prétend inscrire dans la loi ce qu'on appelle la définition opérationnelle de l'antisémitisme de l'IHRA, qui est une définition en fait dont tout le cœur est de mélanger l'antisémitisme et l'antisionisme. La définition opérationnelle de l'IHRA, notamment, donne un certain nombre d'exemples de ce que seraient des propos ou des opinions antisémites. Et sur les 11 exemples que propose cette définition, il y en a 7 qui concernent l'État d'Israël. Par exemple, il serait antisémite de dire que la création de l'État d'Israël est le fruit d'une entreprise raciste. Donc, tout ce qu'on vient de dire, par exemple, sur le fait que Herzl, Rupin, etc., étaient des opérants racistes de leur époque, tomberait sous le coup de la loi. Il y a un autre exemple qui dit que nazifier les politiques menées par l'État d'Israël relèverait également de l'antisémitisme. Ça peut vouloir dire que dénoncer le génocide mené par Israël à Gaza depuis 2 ans et demi, bientôt 3 ans, pourrait tomber également sous le coup de la loi, puisque le génocide est de manière paroxystique associé au cas des nazis. Donc cette loi qui intègre cette définition totalement mortifère de l'antisémitisme, son examen a été repoussé, mais elle risque de repasser bientôt devant le Parlement. Et je tiens à préciser 2 choses. La première, c'est qu'il y a une loi similaire qui a été adoptée dans l'enseignement supérieur il y a à peu près 1 an, qu'on pourrait appeler la loi Berger. Elle a évidemment pour objectif de créer un arsenal répressif qui, à mon avis, d'ailleurs c'est même une certitude, ne va pas se cantonner à la question palestinienne et va élargir le champ des possibles dans laquelle justement la définition sur l'IHRA a été adoptée. Donc ce qui est en jeu, c'est évidemment de cibler le mouvement des étudiantes et des étudiants qui sont quand même bien mobilisés sur la question de la Palestine dans certaines universités. Je pense particulièrement à celle de Sciences Po, mais pas que, un peu partout à travers le monde en réalité. Évidemment, le corps enseignant qui pourrait être susceptible d'être solidaire et de se positionner, ce qui est déjà de plus en plus rare, tout simplement parce qu'ils sont sous pression. On sait qu'il y a pas mal de maîtres de conférences, même des gens qui occupaient des postes importants dans des universités qui ont été sanctionnés, qui ont dû démissionner de leur poste de vice-président, par exemple, comme c'est le cas d'un camarade de l'Union juive française pour la paix. Et le troisième, qui est encore plus perfide, c'est celui de la recherche. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a un génocide qui est en cours, donc il y a un véritable travail de recherche, également d'études sur tout ce qui se déroule depuis le 7 octobre et ce qui a précédé, ce qui explique aussi cette situation qui pourrait passer sous le joug de la loi. Et c'est une évidence que cet arsenal juridique qui part de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, en fait, va pouvoir donner tout un tas d'outils qui vont pas se contenter de la question palestinienne, au même titre qu'au lendemain des attentats, les musulmanes et les musulmans ont été les premiers à être perquisitionnés, à signer à résidence, mais très vite, ça a été des écolos radicaux. Et il s'est passé et des exemples comme ça, on en a à l'appel. C'est aussi pour ça qu'en fait, nous, on n'arrête pas de dire que malheureusement, on peut pas lutter contre l'antisémitisme sans lutter contre son instrumentalisation, notamment pour les raisons qu'on vient d'évoquer, tout simplement parce que la confusion est telle qu'on est obligé d'être sur les 2 fronts. Alors qu'on a déjà beaucoup, on a quand même on devrait avoir d'autres chats à fouetter, mais on peut pas faire autrement, et on sait que en tant que juifs et juives antiracistes, notre parole va être plus scrutée que les autres sur ce sujet-là, quoi. Autre sujet, je reviens du coup, tout à l'heure vous avez donné une définition historique du sionisme. Et pourquoi du coup, selon vous, dans la population juive de France, le sionisme à l'époque est devenu, et en fait il est toujours très présent, et même le discours hégémonique, voilà. Ouais, c'est une question qui est difficile. D'une part parce que on dispose de pas
on ne dispose pas de statistiques et d'études approfondies sur la question de l'imprégnation sioniste au sein des communautés juives françaises. Bon, on peut quand même se faire une certaine idée de ce degré d'imprégnation aussi parce que je crois que 99% d'entre nous à Tzedek, on vient de familles sionistes. On est vraiment une très grande minorité. Ils sont 3 à pas avoir de la famille sioniste. Ouais. Y a ce point-là. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ce ralliement des Juifs aux sionistes, c'est un processus historique. Historiquement, les Juifs n'étaient pas, dans leur très grande majorité, favorables aux sionistes, voire y étaient franchement opposés. Il y a nos camarades de l'UJFP qui ont publié un livre qui recense un peu les différents discours portés par les Juifs eux-mêmes en opposition aux sionistes, essentiellement pour 3 raisons, parce qu'ils provenaient de 3 horizons politiques différents. Le premier, c'est ceux qui, pour des raisons religieuses et théologiques, s'opposaient aux sionistes, qui était un projet laïque. Une deuxième type de raison d'opposition, c'était les assimilationnistes qui considéraient précisément que les pays dans lesquels ils vivaient étaient les leurs et qu'ils n'avaient pas à aller en Palestine pour trouver un État. C'est par exemple le cas de... Il y a la Grande-Bretagne en 1917 avait fait une déclaration qui s'appelait la déclaration Balfour qui exprimait le soutien de l'Angleterre à la constitution d'un foyer national juif en Palestine. Le seul ministre juif du gouvernement britannique de l'époque, Lord Montagu, a démissionné en signe de protestation parce qu'il considérait que c'était antisémite que l'Angleterre l'invite à aller se trouver un autre État en Palestine. Donc ça, c'est un deuxième type de raison. Et enfin, la troisième type de raison qui motivait l'opposition des Juifs historiquement au sionisme, c'était ce qu'on peut appeler la tradition bundiste de gauche radicale marxiste, qui considérait que l'émancipation des Juifs ne pourrait pas passer par la constitution d'un État-nation a fortiori bourgeois, mais devait en passer par la révolution prolétarienne et mondiale. Peut-être tu veux compléter. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Bon, alors, en plus du Bundis, il y a aussi quand même un certain nombre de personnes juives qui revendiquaient leur arabéité et qui ont combattu non seulement le colonialisme, mais aussi depuis là où elles étaient, et qui font partie justement de ces juifs marxistes. Mais à l'époque, c'est vrai que on les considérait pas de la même manière puisqu'elles habitaient pas sur le sol européen et qu'elles étaient plus ou moins indigénisées suivant les périodes, sauf dans le cas précis de l'Algérie. Quoique dans le décret Crémieux, en fait, tous les juifs algériens ont pas été naturalisés comme français parce que plus ils étaient de culture amazigho-arabe affirmée, par exemple des juifs touaregs, moins ils pouvaient l'obtenir. Bon, parenthèse faite, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a avant tout le poids des institutions pseudo représentatives, même si malheureusement, soyons honnêtes, elles le sont. Leur radicalisation vers la portée à droite et en fait des échanges constants qui font que aujourd'hui on peut pas faire comme si Israël n'occupait pas la centralité du monde juif. Moi j'aimerais pouvoir dire l'inverse. J'aimerais exceptionnellement pouvoir me calquer un peu plus sur le modèle états-unien où là il y a plus de statistiques et d'après les études 38% des juifs et des juives aux États-Unis, non, 48 ne se considèrent pas comme sionistes. Bon, ils se considèrent pas comme antisionistes, ils se considèrent comme américains. Là, on parle de gens qui n'ont pas de position politique. Mais par contre, dans cet entre-deux, le débat est beaucoup plus nuancé. On sait par exemple qu'il y a entre 38 et 55% des juifs et des juifs qui ont soutenu Mamdani aux élections, qui a quand même un discours assez radical sur la Palestine. Bon, d'autant plus qu'il vient du courant qui vient des démocrates. En France, je serais curieux de savoir combien de juifs ont voté pour la gauche radicale ou l'extrême gauche. Ceci dit, moi, ce que j'observe, c'est qu'en parlant avec des camarades de différentes tendances politiques, et notamment au sein de la France insoumise, il y a aussi parfois une surreprésentation des communautés juives, mais qui s'explique aussi par un héritage trotskiste, marxiste, etc. Le fait est que nous, on n'a pas d'études. On a des camarades qui sont en train de faire des études là-dessus post-7 octobre, qui sont pas très reluisantes. Il y a moins de 24 heures, j'ai été interviewé par une chercheuse qui fait une étude là-dessus. Je suis la 27e personne qu'elle a interrogée, en essayant vraiment d'avoir des profils très 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 divers, y compris laïcards, y compris des gens qui sont pas pratiquants, qui sont pas croyants. Pour le moment, je suis la seule personne à lui avoir refusé de parler en fait de droit de se défendre au moment du 7 octobre et à affirmer une critique viscérale du sionisme. Tu l'as dit, on est entre 3, 4, allez peut-être 5 à avoir des parents qui sont passionnistes chez Tzedek, et sur ces 5 personnes, il y en a peut-être 1 ou 2 qui ont des parents qui s'en foutent complètement de la politique ou pour qui c'est pas vraiment un sujet parce qu'ils sont trop assimilés même en étant de gauche pour se revendiquer en tant que tel. Le fait est que quand on voit le contenu des groupes WhatsApp de nos familles, bon, on comprend que
Les dynamiques sionistes, elles sont imprégnées par plusieurs choses. Déjà, un phénomène de fascisation qui ne concerne pas que les juifs et les juives, mais qui les concerne un petit peu plus, tout simplement parce que Israël est gouverné par l'extrême droite et qu'aujourd'hui, un des débats principaux qu'il y a au CRIF, c'est de savoir si oui ou non il faut faire alliance avec le RN. Pour le moment, ils font encore une espèce de cordon sanitaire, mais qui n'est même plus respecté à Marseille, où le CRIF a invité le Rassemblement national à bouffer, ce qui était, je pense, inimaginable il y a encore 5 ou 6 ans, et encore plus il y a une dizaine d'années. Concernant le consistoire, donc l'organisme qui représente les institutions rabbiniques dans leur diversité, hein, y compris les tendances libérales, Chaim Corsia a littéralement affirmé qu'il voterait contre le RN face à la France insoumise. Qui voterait pour le RN contre la France insoumise en cas de second tour. Et ça, on peut pas faire comme s'ils avaient pas une influence. Et moi, il y a vraiment un exemple qui me fait particulièrement mal au cœur. Je suis désolé pour les personnes qui m'ont déjà entendu le dire et le répéter. C'est le score qu'a fait Éric Zemmour pendant les élections présidentielles. Alors évidemment, il fait des scores extrêmement élevés dans tous les quartiers bourgeois, donc à Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur, à Vincennes, dans le 16e, et à Saint-Mandé, où il y a des communautés juives, mais bon, où son score s'explique surtout par une bourgeoisie post-sarkozyste radicalisée. Vous voyez, là, le genre de Niçois qui vont rendre hommage à Brigitte Bardot, par exemple. Mais par contre, je donne l'exemple de Sarcelles et du 19e arrondissement, tout simplement parce que là, on parle pas d'une communauté juive qui est particulièrement fortunée, on parle de gens qui sont originaires de l'immigration postcoloniale et des pays du Maghreb. C'est plutôt des prolos ou des gens de la petite classe moyenne qui vivent dans des endroits où les communautés coexistent beaucoup mieux que tout ce qu'on peut imaginer. Je dirais même qu'elles cohabitent très bien dans leur ensemble. Et au bureau de vote numéro 21, 22 et 24 de ce qu'on appelle la petite Jérusalem, où il y a approximativement une dizaine de milliers de juifs et de juives qui vivent, Zemmour, il fait 33, 35 et 38%. Ça veut dire, et c'est un phénomène qui n'est pas propre, qui n'est pas propre aux élections présidentielles. Si vous regardez les résultats qu'a fait Sarah Knafo, bon, elle cartonne entre guillemets, mais elle fait des gros scores dans l'Ouest parisien, mais il y a des petites tâches dans des quartiers populaires du 19e arrondissement qui correspondent à ce qu'on a observé avec Éric Zemmour. Ça ne veut pas dire qu'il y a un vote juif, au même titre qu'il n'y a pas de vote musulman. Ces résultats, on peut les nuancer par le fait qu'il y a un taux d'abstention qui est largement supérieur à la moyenne nationale parce qu'on est dans des quartiers populaires. Néanmoins, ça traduit le fait qu'une partie des juifs et des juives sont persuadés qu'un leader politique dont le nom du parti se réfère littéralement à un projet d'éradication de l'islam et du judaïsme. Faut pas croire que les juifs et les juifs connaissent mieux l'histoire de l'antisémitisme que les autres communautés parce qu'ils le subissent. C'est pas vrai. Preuve en est. Voit quand même un négationniste qui réhabilite Pétain comme une alternative politique face à la gauche radicale, également par peur des Noirs et des Arabes. Et ça, effectivement, c'est un phénomène qui est extrêmement flippant, qui est aliénant, mais tout n'est pas perdu. Encore une fois, le sionisme, tu l'as dit, n'a pas toujours été hégémonique. Aux États-Unis, avant d'avoir un mouvement, littéralement, on peut parler de mouvement de masse qui correspond aujourd'hui à des centaines de milliers de personnes, hein, quand on parle des Jewish Voice for Peace, il a fallu du temps. Et nous, pour le moment, on représente absolument pas les mages juifs, mais néanmoins, on se rend compte qu'il y a des questions qui se posent chez les jeunes générations. Et le dernier exemple que je vais vous donner après ce long tunnel, c'est celui d'un jeune rappeur qui s'appelle d'ailleurs Jeune Juif. C'est un nom assez explicite. Young Yud, que je vous invite à découvrir, hein, si vous ne connaissez pas seulement parce qu'il est chez Tzedek, mais parce que il rappe hyper bien et que ses propos sont assez limpides. Et le fait est que lui, en décrivant son cheminement dans ses chansons, il reçoit de plus en plus de messages de juifs qui soit se posent des questions, soit lui disent écoute, moi, je suis d'accord avec toi, mais j'ose pas forcément l'affirmer ou j'ose pas rentrer dans une organisation politique. Et je pense que les suites du 7 octobre et surtout sa documentation va peut-être permettre d'ouvrir des brèches, même si pour le moment, nous, on préfère le dire, on est plus que minoritaire. Et j'ai envie de dire qu'en fait, par contre, ce qui nous démarque, c'est d'avoir créé une ligne de rupture. On n'est pas dans une espèce d'entre-deux et que du coup, c'est une efficacité qui peut pas non plus se mesurer là dans le temps. Il faut se méfier de l'effet feu de paille. Avoir 300 adhérents aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de nos espérances. Hein. Nous, on pensait être 10-15 à faire de la production de pensée et des émissions pour PDH pour les lecteurs du Monde d'Hippo et de Politis, que vous êtes un peu toutes et tous ici, j'imagine. C'est en train de dépasser ça. Mais c'est surtout quelque chose, à mon avis, qui va s'observer avec le temps. Et puis pour finir, il y a quand même le rôle de la République française là-dedans, qui est concomitant aux organisations pseudo-représentatives, en fait, qui font qu'aussi des juifs et des juives aujourd'hui
dans les médias mainstream sont persuadés que Rima Hassan ou quelqu'un qui porte un kéfier va les tuer, littéralement. Et le pire, c'est qu'ils sont vraiment sincères. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des gens dans le 19e ou ailleurs parler du fait de dire Free Palestine équivaut à éradiquer les masses juives. C'est pas le cas de tous les juifs et les juifs. Il n'est pas question d'essentialiser ça, mais ce phénomène, on peut pas faire comme s'il n'existait pas et se contenter de dire juste, ouais, nous, parce qu'on est juifs antisionistes, il y a une alternative qui existe. Oui, cette alternative, elle existe. Mais par contre, si on n'a pas l'honnêteté de dire qu'il y a un problème, qu'on n'est pas la seule communauté qui est touchée par la fascisation, mais qu'on est particulièrement imbibé par ça, ben moi je pense qu'on n'affronte pas réellement la question du sionisme, mais plus généralement de l'antiracisme. Désolé pour ce long tunnel. Merci. Du coup, vous prenez une approche plutôt matérialiste de l'antisémitisme et vous utilisez l'exemple du supplice d'Ilian Halimi qui repose sur les stéréotypes persistants sur la richesse des juifs. Du coup, vous utilisez cet exemple-là pour expliquer l'idée de l'antisémitisme matérialiste. Est-ce que vous pouvez développer du coup sur cet aspect-là? Ouais. Justement, le cas d'Ilan Halimi, ça et le cas comment dire, l'idée que les juifs aient de l'argent, c'est un stéréotype dont on peut retracer l'histoire et qui s'explique matériellement par des processus socio-historiques. Comme je le disais tout à l'heure, historiquement, les juifs n'avaient pas le droit d'avoir de la terre, n'avaient pas le droit d'occuper un certain nombre de fonctions au sein de la société. Il y a eu tout un processus d'exclusion sociale des juifs qui a été mis en place dès le Moyen-Âge dans les pays occidentaux et qui a donc fait que les juifs ont été surreprésentés dans un certain nombre de métiers, de rôles sociaux, et notamment celui de petits artisans, de petits commerçants et aussi d'usuriers. Et donc, il est logique que pour des masses paysannes qui étaient dans des situations de grande précarité, etc., qu'ils aient identifié ces métiers-là, des gens qui prêtaient de l'argent, comme des figures d'oppresseurs et que ça ait développé un certain imaginaire, un certain nombre de stéréotypes autour de l'idée que les juifs, ou en tout cas certains juifs, étaient riches, quand bien même l'écrasante majorité des juifs n'étaient pas des financiers et étaient plutôt cantonnés à des métiers de petits artisans tout aussi misérables. Donc, on peut retracer comme ça l'histoire de ce stéréotype. Et donc, une analyse matérialiste de l'antisémitisme, c'est de pas juste dire c'est pas bien que de dire que les juifs sont riches. Évidemment que c'est pas bien de le dire et il faut reprendre des gens qui pourraient tenir ce type de discours. Mais c'est de penser quelle situation sociale et historique produisent tel ou tel imaginaire, tel ou tel stéréotype. Et il est évident à nos yeux que se contenter que dire que la situation en Palestine aujourd'hui, avec le soutien massif des Juifs au projet sioniste, avec le soutien massif des institutions représentatives des Juifs à l'État d'Israël et le génocide, font que dans l'imaginaire d'énormément de monde, il y a cette idée que les Juifs soutiennent aujourd'hui le génocide. C'est une réalité historique. Et on ne peut pas juste dire aujourd'hui, quand des gens vont dire que les Juifs soutiennent massivement le génocide, on ne peut pas juste dire que c'est la réactivation d'un stéréotype antisémite vieux de 3000 ans, comme quoi les Juifs empoisonnent les puits ou tuent des enfants pour la Pâque juive. Néanmoins, c'est une porte ouverte pour les idées complotistes qui peuvent totalement se nourrir d'une explication qui est pas matérialiste, avec parfois même des éléments métaphysiques pour semer la confusion au sein de gens qui sont pas politisés. C'est typiquement comme ça que des gens comme Dieudo et Soral ont réussi à percer à une époque où en plus la gauche n'était pas présente sur les réseaux sociaux et ne se positionnait pas sur la question de la Palestine et plus généralement la question de l'impérialisme autrement que dans des trucs qui s'effritaient, encore une fois pour les lecteurs du Monde Diplôme et toute la génération d'attaques qui arrivait avec l'affaissement de l'altermondialisme à la fin des années 2000. Ça a été du monifretin. Et là, on l'observe, par exemple, pendant l'affaire Epstein. Justement, quand on parle de philosémitisme et d'instrumentalisation de l'antisémitisme, moi, ça me paraît bien quand même de revenir sur cet exemple-là. Au lendemain de l'affaire Epstein, les gens passent 5 ou 6 jours à essayer d'épiloguer sur une blague, sur une prononciation. Bon, on peut penser ce qu'on veut du niveau de la blague. C'était peut-être pas très intelligent. C'est pas super drôle. Mais je veux dire, tous les médias ont fait des articles en disant Epstein, etc. Pendant que là, on assiste à une recrudescence qui est inouïe des
des vidéos conspi soraliennes et plus généralement liées à des sphères néo-nazis qui sont littéralement appuyées par Elon Musk sur X sans que les gens ne trouvent quoi que ce soit à redire dessus. Alors et puis évidemment justement quand on parle de la dimension complotisme et du rapport des juifs à la finance et l'argent, ça a été une des caractéristiques de la création justement et du passage du racisme civilisationnel au racisme conspiratoire avec cette idée en fait d'un peuple, d'un peuple ou en tout cas, d'un peuple qui tire toujours les ficelles dans l'ombre, qui est capable d'anticiper tous les éléments et qui en plus représentait justement tout ce qui allait à l'opposition d'abord dans un premier temps du retour à tous les ordres réac, notamment le catholicisme intégriste, etc. Puis plus tard, en fait, quand ça s'est concrétisé avec le nationalisme qui est directement issu de ces courants-là. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas juste se contenter, et je pense que c'est ce qui nous diffère d'autres organisations politiques, de juste dire, en fait, l'antisémitisme, c'est pas bien, le racisme, c'est nul. Il faut à chaque fois revenir à la racine et surtout analyser les structures qu'ils produisent pour pouvoir les affronter. Sinon, ça sert à rien. En fait, on va juste documenter des actes antisémites, essayer de jouer sur des affects, mais ils vont continuer à se reproduire si tu prends pas le problème à la racine, quoi. Et surtout, le cœur du truc, c'est qu'il faut repolitiser ces questions-là pour rappeler, par exemple, que l'adhésion des Juifs aux sionistes est un processus historique qui peut donc être défait historiquement et que ça s'intègre à toute une manière de voir le monde politique précisément, rappeler les liens avec l'impérialisme occidental, etc., etc. Et ça, c'est le travail de militants qu'on doit faire pour lutter réellement contre l'antisémitisme et contre tous les racismes de manière générale. Dans le livre, il y a un aspect qui est important aussi. En fait, vous faites une super rétrospective sur l'histoire de l'antiracisme en France, en citant pas mal d'exemples. Là, du coup, tu as parlé de Soral et de l'instrumentalisation de l'antisémitisme. Il y a aussi des exemples qui sont marquants dans les années 80, notamment avec la création d'SOS Racisme, qui a été complètement accaparée par le PS. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur cette histoire et dire à quel point, du coup, en avoir fait l'analyse, ça vous a inscrit finalement en bout de cette histoire, en fait, dans un positionnement du coup résolument antiraciste aux côtés d'organisations comme par exemple l'action antifasciste Paris Banlieue et aussi les organisations d'aide aux victimes des violences policières, etc. C'est vraiment dans ça que vous vous inscrivez. Du coup, est-ce que vous pouvez rappeler à quel point l'analyse de l'histoire de l'antiracisme en France vous a fait arriver à cette position? Du coup, il faut savoir que pour certaines et certains d'entre nous, on a commencé à militer à une époque où l'antiracisme politique, ça n'existait pas, et où notre premier adversaire, voire même notre premier ennemi, moi je préfère le qualifier d'adversaire quand même, puisque l'idée c'était d'aller faire changer les lignes, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche de rupture dans son ensemble. Nous, on est arrivé, moi je dis ça parce que je me suis politisé au lendemain des émeutes de 2005 avec l'appel des indigènes, etc. Et que ma première politisation a très vite dépassé la question de l'anticapitalisme pour aller vers l'antiracisme, peut-être aussi parce que j'ai grandi dans un quartier pop et que je me suis posé des questions sur ma racialisation en tant que feuche, quoi. Pour vous donner une idée, en fait, aujourd'hui, le terme islamophobie est un acquis au sein de toute la gauche de rupture. Il est toujours pas reconnu par une fraction du PS. Mais aujourd'hui, la ligne de démarcation qui fait justement ce qu'on appelle la gauche de rupture, qui a longtemps été incarnée uniquement par la question de l'opposition au libéralisme et au capitalisme, c'est l'islamophobie, c'est le soutien à la Palestine, c'est la reconnaissance des violences d'État en disant par exemple la police tue. Et ça, c'est un combat qu'on doit à une autonomie des luttes qui a précédé, qui s'est inspiré par des courants qu'on ne peut pas qualifier de décolonial parce que c'était pas le terme qu'on dirait, mais qui sont des courants anti-impérialistes et anti-colonialistes qui ont été théorisés notamment par les idées panafricaines et les théories sud-américaines. Quand on dit sud-américaine, c'est aussi l'Amérique centrale et qui n'existait pas en France avant les années 2000. C'est quelque chose finalement d'assez récent. C'est-à-dire qu'on s'est imbibé en fait de lecture, d'analyse du racisme, etc. Alors il y avait des individualités comme Fanon qui l'ont très bien fait, des gens comme Jean Genet qui en ont parlé, mais pas de point sur la situation concrète en France, mettant en lien l'immigration postcoloniale et le passé colonial de la France. Et toute cette époque, qui pour moi commence pendant la deuxième période des années 2000 et aboutit finalement avec le fait que la France insoumise fasse un 360, accepte d'appeler à la marche contre l'islamophobie, et ça, c'est ce qu'on doit à toute cette génération qui a été incarnée consécutivement avant tout par le mouvement d'immigration et des banlieues. Ici, vous êtes à Lille, donc vous avez forcément
entendu parler du FUQP, et si c'est pas le cas, je vous invite à le découvrir, par le mouvement des indigènes qui est devenu le Parti des indigènes, par le comité pour Adama, par les courants Afrofem, par Urgence Notre Police Assassine, etc., etc., et j'en passe, y compris parfois des courants qui s'apprécient pas vraiment, mais qui nous ont permis en fait d'avancer et de dire et d'avancer et d'être là où on est. Et le paradoxe, c'est que nous, on arrive dans une période de recomposition où finalement ça commence à être un peu des acquis à gauche, voire même des enjeux qui permettent aussi à la gauche de rupture d'en être là où elle est. Donc il y a peut-être un fond d'opportunisme dedans, mais le fait est que contrairement à SOS Racisme, quand ils invitent des personnes aux amphis ou en tout cas à intervenir dans leur section locale, bon bah c'est pas des SOSDEM et des antiracismes moraux qu'ils invitent, hein, c'est des vrais antiracistes politiques des coloniaux. Bah, ça, ce travail, on le doit à eux, on le doit aussi à l'Union juive française pour la paix, qui était la seule orga, je le répète, hein, la seule orga juive à avoir été toujours présente sur ce terrain-là. Et ça nous paraissait en fait assez important déjà, quand on a écrit le livre, d'avoir un format qui soit accessible, qui s'adresse à la gauche, évidemment parce que c'est là en fait on cherche à être hégémonique avant tout, mais qui soit suffisamment accessible pour des personnes en fait qui connaissent rien à l'antiracisme, qui connaissent pas grand-chose à l'antiracisme politique, dans un format qu'on peut lire en 3 ou 4 jours. Et du coup, bah, je pense que la première chose à faire, c'est d'exprimer l'héritage politique qu'on revendique et du coup de faire une petite rétrospective de ce qu'est le mouvement antiraciste en France et le mouvement de solidarité envers la Palestine qui en fait partie, mais aussi parce que comme on s'est constitué la veille du 7 octobre et que c'est un sujet sur lequel on nous attend, on sépare un petit peu les un petit peu les deux, mais en disant qu'ils se complètent, si tu veux. Vous en avez un petit peu parlé, mais justement, j'aimerais qu'on approfondisse un petit peu cette marche contre l'islamophobie en 2019. Et pourquoi c'est plutôt clair, mais on parle de virage à 360. Pourquoi ça a été important et quelles conséquences ça a eu finalement que la France insoumise, enfin, prenne une position plus radicale sur le discours antiraciste, même si c'est encore assez timide sur certains sujets. Bah, au-delà de ce que rappelait Jonathan à l'instant sur les différents acquis, notamment théoriques, à gauche de l'antiracisme politique, donc soit la catégorie même d'islamophobie, mais le simple fait de parler de blanc sans que les gens pètent un câble, ce qui, je pense, n'était pas du tout acquis il y a 15 ans et qui peut encore être un peu compliqué dans certains endroits. Parler de négrophobie, parler de race sociale, parler de racisé, parler de racialisation, etc. Ce sont des catégories qu'on doit à l'antiracisme politique. Et donc, il y a ce premier acquis. Il y a une évolution donc qui est quand même assez largement connue donc de la France soumise, notamment incarnée par une personne comme Mélenchon, qui historiquement incarnait une position très laïca, très bouffeur de curé, très les religions sont oppressives par nature et on va émanciper les femmes en leur interdisant de se voiler, qui est un grand héritage de la gauche coloniale et de la gauche blanche, ce type de pensée. Et le fait est qu'aujourd'hui, ils ont largement évolué sur ces questions et ce tournant a été incarné par leur participation à la marche de 2019 contre l'islamophobie. Donc ça, c'est un premier point. Mais je pense qu'un point peut-être encore plus important, c'est que si on voit la manière dont aujourd'hui la France insoumise et la gauche de rupture est diabolisée, on voit que le vrai moment, le vrai point de bascule où elle a commencé pour ses adversaires à sortir du champ de la respectabilité républicaine, c'est précisément cette marche contre l'islamophobie. Et ça a été évidemment renforcé par son soutien avec son soutien à la Palestine depuis le 7 octobre. Et d'une certaine manière, même si la France insoumise aujourd'hui n'est pas le mouvement le plus radical du point de vue de l'antiracisme, qu'il y a encore plein d'insuffisances théoriques sur un certain nombre de points, le fait qu'elle assume d'entrer en rupture avec tout un système qui constamment produit de l'islamophobie, produit des injonctions à se soumettre à une idéologie raciste, c'est à mes yeux quelque chose d'extrêmement positif, le fait que la France soumise soit dans une démarche de rupture par rapport à ça. Moi, je rajoute que là, on parle de la France insoumise parce que c'est la plus grosse force de gauche, mais à l'époque, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre. Vous parliez avec des libertaires, des Trotsko, des Mao, des Coco, tout ce que vous voulez. Ils étaient tous d'accord là-dessus sur le fait que parler de blanc et d'islamophobie, c'était un vrai problème. Et quand je dis ça, justement, c'est pas pour ressasser le passé de manière un peu rabougrie et accorder les bons et les mauvais points, mais encore une fois, de rappeler que
c'était pas une évidence, c'est que le chemin qui a été parcouru s'est fait en 2 étapes. Il y a eu une marche contre les violences d'État en 2015. Il y a eu la mort d'Adama Traoré, et puis il y a eu cette marche contre l'islamophobie. Et depuis, on avance quand même. Je pense qu'on avance parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet dont il est quand même très très difficile de se dissocier dans les milieux militants. Et surtout, un truc beaucoup plus intéressant, c'est au-delà des milieux militants. C'est-à-dire qu'avec toute l'arrivée des personnes justement qui peuvent expliquer aussi une partie en fait de la chute des Soraliens et des dieudonistes sur les réseaux sociaux, de personnes qui font de la vulgarisation ou des trucs un peu plus poussés. Donc tu vois, d'un côté Histoire crépue, de l'autre par exemple PDH, mais il y en a aussi, il y a aussi une multitude de personnes qui le font de manière singulière et individuelle. Aujourd'hui, il y a aussi un bagage théorique. Il y a aussi un bagage théorique qui n'existait tout simplement pas quand nous on a commencé à militer. Il y avait rien sur l'antiracisme. Enfin, tu vois, l'époque des Christine Delphi, Laurent Lévy, etc. Là, je vous parle de références, ça se trouve que vous connaissez pas. C'est une époque où nous-mêmes, en fait, on devait plutôt piocher vers ce qui se passait aux États-Unis, vers ce qui se passait en Amérique du Sud, avec du coup des réalités sociales qui sont qui sont pas toujours en fait des contextes comparables, notamment quand on parle de concepts de communauté, alors que là aujourd'hui on a des personnes qui ont 20 22 ans qui ont qui vous citent qui non seulement vous citent Fanon, mais en plus euh, comment dire, possède un arsenal idéologique et théologique qui n'existait pas avant et qui, à mon avis, va continuer à alimenter les débats et les pensées. Et je trouve qu'en France, on est quand même plutôt en avance là-dessus. Et c'est pas du tout par chauvinisme que je dis ça, mais plutôt encore une fois pour rendre hommage à nos prédécesseurs, même si encore une fois, c'est quand même un peu dommage que si on parle d'autonomie, parce que nous, je pense qu'on appartient quand même au champ de l'autonomie des luttes, même si parmi les personnes qui nous composent, il y a des gens et des filles, il y a des gens de ultra gauche autonome à laquelle j'espère encore appartenir un chouïa, et tout ce qu'il y a dans cet interstice qu'on appelle traditionnellement le mouvement social, NPA et tout. Finalement, je pense que ça, c'est vraiment un des seuls paradoxes, mais une des forces de CEDEC, c'est qu'on est arrivé à un moment où l'antiracisme politique battait de l'aile, où toutes les organisations que j'ai citées, en fait, soit se sont dissoutes et sont devenues font plutôt de la production de pensée médiatique, comme c'est le cas du QG colonial post-pire, soit tout simplement sont rentrés dans des organisations de gauche parce qu'elles étaient plus respectables. Ok. Du coup, on va bientôt terminer. Est-ce que vous avez des dates, des prochaines dates, des prochains projets, avant qu'on laisse la parole au public pour des questions? Est-ce que vous avez de la promo à faire, des choses qui vont arriver? Bon, je pense que y aura personne d'entre vous qui sera à Saint-Étienne lundi, ni à Troyes mardi, mais au cas où vous avez des potes là-bas, n'hésitez pas à leur dire. Ah, peut-être, ouais. Non, j'avais compris ça. Sinon, alors, il y a vraiment une chose à laquelle on vous invite, c'est qu'on va organiser une grande journée de lutte contre l'antisémitisme et l'islamophobie qui sera retransmise sur Parole d'honneur et qui devrait avoir lieu dans une ville qui vient de basculer au sein de la gauche radicale et qui a occupé un peu l'espace public, donc qui s'appelle Saint-Denis. Je peux pas encore affirmer la date tant que c'est pas complètement confirmé, mais en tout cas il y a ça. Et puis la première semaine de juin, on organise un festival avec les camarades de l'Action antifasciste Paris-Banlieue, avec la coopérative de Ménilmontant, avec le club de foot MFC 1871, le ciné-club collectif 1871, Young Struggle, Samidoun et à peu près tous les groupes antifascistes de ce réseau-là, qui s'appelle Organize Fight Wing. Le 3 juin, du coup, on va fêter nos 3 piges. Il y aura des concerts de rap. Je peux pas encore annoncer la prog parce qu'elle n'est pas confirmée. Et le vendredi, il y aura un concert encore plus gros avec une plus grosse salle et vraiment des grosses têtes d'affiche et pas que des rappeurs gauchistes. Hein, je vous rassure, on pourra pogoter, dire des gros mots. C'est un espace safe. Et le samedi, il y aura aussi il y aura la manifestation et la commémoration annuelle pour Clément Méric. Et durant toute cette semaine, vous aurez des tournois de sport populaire, vous aurez des projections, des conférences, etc. Nous, du côté de CEDEC, on va essayer de continuer cette tournée et de la faire un peu partout. D'ailleurs, le 15, si vous avez des amis de l'autre côté de la frontière, le 15, on sera à Bruxelles et peut-être le 14 à Liège, le 14 ou le 16 à Liège, normalement. Et puis, je sais pas, je peux parler peut-être des vidéos de Vulga ou pas encore? Pas encore. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on se tourne vers vous. Est-ce que y a des questions dans le public?
Et moi, je voulais juste dire que pour les personnes qui osent pas prendre la parole publiquement, parce que je sais que des fois, ça peut arriver par timidité ou par peur de poser une question qui serait pas OK ou problématique. Bon, nous, on accepte, hein, c'est pas un problème. On peut continuer aussi la discussion en off, sans problème. Merci d'abord. Et ma question, je me suis dit, je vais la poser après parce que c'est pas sur le livre. Probablement quelqu'un va parler du livre. J'aimerais bien savoir, par rapport aux difficultés, si j'ai bien compris, vous avez fait le collectif le 10 juin 2023. Est-ce que c'est vrai? Donc, j'aimerais bien savoir quel type ou c'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées en tant que des personnes et en tant qu'un collectif après le 7 octobre. Merci. Bah, en dehors d'un certain nombre de menaces, le 7 octobre, finalement, ça a quand même eu un effet qui n'est. Non, je peux pas dire que ça n'a pas eu un effet que négatif parce que ce serait un manque de respect pour le génocide qui a suivi. Mais disons que nous, ça a été plutôt un foyer de recrutement, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de sollicitations et de personnes qui nous soutenaient, qui ont affirmé leur soutien au lendemain du 7 octobre. Donc certes, pas autant que de messages d'insultes et de menaces de mort et de gens qui se préoccupent de la santé de nos parents, pour rester poli. Mais globalement, en fait, au lendemain du 7 octobre, les difficultés qu'on a eues, c'est qu'on a commencé à exister, je pense, les quelques mois qui ont suivi, au sein des communautés juives représentatives. C'est-à-dire qu'avant, elles ne nous calculaient pas. Et en fait, tant qu'on était des juifs antisionistes un peu farfelus, à être une dizaine, etc., c'était pas un problème. Je pense que quand il y a des personnes qui nous ont rejoints, qui ont des parents chez Nous Vivrons, des parents qui vont à des séminaires du CRIF, ou qui sont engagés parfois même, ou qui ont des idées plutôt littéralement fascistes, hein, disons-le clairement, et surtout quand on s'est pas contenté en fait de parler de la Palestine, mais aussi de faire le lien avec la mémoire, d'affirmer qu'on est aussi une orga qui lutte contre l'antisémitisme, qu'on voulait faire un colloque pour les 80 ans d'Auschwitz, on s'est retrouvé forcément avec des polémiques où on a été cité par les déjections printanières, là, vous savez, les francs-tireurs qui a quand même fait une une avec écrit Tzedek juif, mais pas trop. Moi, je les remercie. Hein. Franchement, s'ils peuvent continuer à nous faire de la pub comme ça, c'est vraiment chouette. Et évidemment, toute la fachosphère, parfois avec des attaques qui étaient simultanées et que même une partie de la gauche libérale a reprise, comme ça a été le cas au lendemain des 80 ans d'Auschwitz. Je pense que les difficultés, elles sont plus de l'ordre d'individuel parce que c'est vrai qu'adhérer chez Tzedek, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque au sein de ses relations sociales. Un risque de rupture familiale. Bon, moi, elle était déjà actée, même si j'ai des parents antisionistes avec des cousins, mais c'est pas des choix qui sont faciles à faire. C'est pour ça qu'il y en a qui restent dans l'anonymat. Mais j'ai plutôt l'impression, en fait, qu'on a été pendant très, très, très longtemps le seul refuge pour des personnes qui en cherchaient un. Et du coup, parler de enfin, je sais pas si moi, je vois vraiment des difficultés qui ont suivi le 7 octobre. Non, peut-être pour compléter très rapidement. En fait, le 7 octobre nous a placés au cœur des débats qui ont agité tout le champ politique depuis 2 ans et demi. C'est-à-dire, depuis le 7 octobre, on a énormément parlé de la Palestine, alors que c'était un sujet qui était abandonné. On a énormément parlé de l'antisémitisme de manière souvent absolument catastrophique. On a massivement instrumentalisé l'action de l'antisémitisme. Et comme c'est des sujets que nous, qui sont au cœur de notre engagement, on s'est retrouvé un peu propulsé vraiment au cœur de tout ça. Donc, ça a produit beaucoup d'expositions. Avec ce que ça a de positif et pour nous et de négatif, c'est-à-dire, comme le rappelait Jonathan, soit des ruptures familiales, soit des attaques de nos ennemis politiques, mais ce qui est somme toute logique. Et ça nous a permis de croître aussi et de nous développer. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, si pas d'autres questions, je veux bien poser du coup celle que j'ai pas posée à la fin parce que c'était un peu décousu. Mais c'est la question qui tue, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On parle du 7 octobre, il y a une autre organisation juive de gauche qui s'est créée dans le siège du 7 octobre qui s'appelle Golem. Et du coup, bien que Golem revendique la lutte contre l'antisémitisme et l'extrême droite, enfin contre l'extrême droite, vous entretenez avec eux des désaccords profonds, notamment sur l'opposition au sionisme. Ils se disent pas antisionistes. Et du coup, il y a aussi un gros point qui diffère, c'est le rapport au reste de la gauche. On parlait de
LFI tout à l'heure, je pense que c'est pas les seuls, mais ils disent d'eux qui sont ambigus sur l'antisémitisme. C'est la fameuse diabolisation dont vous parliez tout à l'heure. Du coup, est-ce que vous pouvez détailler les points de désaccord que vous entretenez avec eux et peut-être, bon, plutôt des points de désaccord du coup. Bah, effectivement, comme tu le rappelais à l'instant, le cœur de notre désaccord, c'est sur la question du sionisme. Moi, j'ajouterais que c'est aussi sur la question du racisme, parce que, mine de rien, si on regarde quel est l'effet matériel concret au-delà des discours de Golem, mais aussi d'autres organisations qui appartiennent à ce champ que nous on appelle les sionistes de gauche, quelles sont leurs actions matérielles concrètes majoritaires depuis 2 ans et demi, c'est essentiellement de taper sur le mouvement de solidarité avec la Palestine, en ayant parfois des méthodes, on peut le dire carrément, de flics, ou de taper sur la gauche de rupture et de constamment mettre en avant le fait qu'il y aurait un antisémitisme à gauche et que ce serait ça le problème central aujourd'hui pour les Juifs en France. Donc, ce sont des organisations qui refusent de se positionner sur la question du sionisme, qui considèrent qu'il y aurait un bon sionisme originellement, voire que ça pourrait constituer un projet décolonial ou anticolonial, mais qui aurait été trahi par une vilaine extrême droite de Netanyahou, donc séparer le bon grain de l'ivraie. Et c'est des choses qui nous semblent évidemment, qui vont à l'encontre totalement de notre analyse de la situation, puisque nous, le cœur de ce qu'on a essayé de porter depuis 2 ans et demi, c'est de montrer justement qu'il n'y a pas de sionisme, un mauvais sionisme et un bon sionisme, mais que le sionisme en tant que tel est un projet colonial, le sionisme en tant que tel est un projet raciste, et en tant qu'anticolonialiste et antiraciste, on ne peut qu'être antisioniste. Moi, je rajouterais une petite chose à ça, c'est que Golem, contrairement au JJR, n'a pas vraiment de colonne vertébrale. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est composée à la fois de personnes qui se disent opposées au sionisme, voire antisionisme. Elle se définit elle-même comme asioniste. Bon, moi, asioniste, c'est comme raciste, féministe, etc. Je sais pas ce que ça veut dire personnellement. Ouais, imagine, tu dis, je suis colonial. Bon. Je veux dire, ça ne veut absolument rien dire. Dans laquelle il y a aussi des gens qui se revendiquent sionistes. Donc déjà, c'est compliqué pour moi d'avoir une colonne vertébrale ou une ligne politique lorsque t'as 3 courants en fait au sein de ta propre orga. La deuxième chose qui nous diffère, je pense que c'est tout simplement nos instants réciproques de création. Nous, tu l'as dit au début, on choisit d'apparaître pour la première fois dans le cadre des 10 ans de la mort des 10 ans des commémorations de la mort de Clément Méric. Eux, leur première action, c'est de vouloir aller marcher avec le pouvoir pour aller dégager l'extrême droite, mais pas les macronistes et LR, en sachant que quand vous voyez, il faut resituer, c'était pendant une marche contre l'antisémitisme. Bon, en réalité, une marche pour dire non, les antisémites, c'est les Noirs, les Arabes, et la gauche et le mouvement de solidarité envers la Palestine. C'était littéralement ça qui était un peu sous-entendu par cette marche. Et en fait, de la même manière qu'on combat l'extrême droite et qu'on combat le fascisme, on combat aussi les fascisateurs, pour citer leur nom qu'une personne à côté de moi adore d'ailleurs. Et du coup, ça nous paraît impensable de se rendre à une marche dans laquelle, en gros, t'as tout le pouvoir qui lacère les tentes des exilés de Calais aux périphériques parisiens, qui met en place des politiques ségrégationnistes islamophobes et qui laisse la police tuer des hommes noirs et arabes dans les quartiers à nos côtés. En fait, le problème, c'est pas que l'extrême droite. La deuxième chose, c'est la réaction que ça a suscité. Malheureusement, l'extrême droite n'a pas été dégagée de cette marche spontanément, y compris par les personnes juives qui étaient présentes, et du coup, leur présence n'a servi qu'à une chose, c'est de dire, mais pas que leur, hein, c'est le cas aussi d'Europe Écologie Les Verts, le PS, etc., c'est de dire, c'est pas une marche réac, c'est l'arc républicain, regardez, il y avait des gens de gauche. Ouais, super. Dernière chose, c'est que je pense que ces organisations, et plus particulièrement Golem, là, pour le coup, ou les guerrières de la paix, ont une vision qui est complètement justement morale de ce qu'est l'antiracisme, de ce qu'est l'antiracisme. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'en fait, le soutien que ces organisations peuvent avoir, il va de mèche avec SOS Racisme, il va de mèche avec l'aile droite de LV, enfin qui plus est qui est une aile gauche, mais en tout cas l'aile majoritaire de LV qui est soutenue par les Marines Tondelier, etc., à qui ils donnent des formations, les Rousséliens qui sont islamophobes, et dans le cas des JJR, les anarchistes first class qui revendiquent leur droit à être islamophobes, et pour certains qui croient au racisme anti-blanc. Je dis pas que c'est le cas de Golem, je dis juste qu'en fait, quand on compare leur soutien, genre les Dominique Sopo, les Marines Tondelier, etc., d'un côté, et le nôtre, on est soutenu par Judith Butler et Angela Davis, je me dis qu'on appartient tout simplement, ouais, je me la raconte un peu, excusez-moi, mais je pense, c'est elle qui a préfacé notre bouquin, mais je pense que nous n'appartenons pas
je pense que nous n'appartenons pas au même champ politique dans la mesure où nous, on s'adresse à une gauche blanche qui a pris ses responsabilités sur les questions d'antiracisme et qui passe leur temps à accuser d'antisémitisme, y compris avec des méthodes qui sont profondément dégueulasses. Je veux dire, quand vous en êtes à vous en prendre à Francesca Albanese ou Rima Hassan, je pense qu'il faut vraiment vous poser des questions. Mais de manière plus générale, en fait, à chaque fois, leurs actions, c'est de dire, ouais, l'extrême droite, c'est mal. Sans blague. Enfin, oui. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on combat l'extrême droite ou le fascisme? Je pense pas. Et du coup, en fait, il y a tout, il y a tout qui diffère. Après, attention, c'est une organisation qui est jeune, qui, je pense, a perdu aussi pas mal de personnes d'un côté parce qu'il y en a qui sont tellement réacs qu'ils ont fini au printemps républicain, notamment des blanches comme Diane Richard, qui sont littéralement, pour le coup, des philosémites, littéralement ouvertement islamophobes et racistes, hein, disons-le clairement. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, dans la durée, c'est pas des gens que j'estime même être réellement dangereux. Tu vois, beaucoup moins que un truc comme Nous Vivrons, qui joue encore plus sur la confusion deux États, un État, et qui pour le coup dispose de vrais soutiens. Je veux dire, là, encore une fois, le soutien qu'ils ont au sein de la gauche, je suis même pas sûr que ce soit un soutien que nous, on a envie d'avoir tant qu'il n'y a pas des changements de ligne politique en leur sein. Et c'est ce qui nous différencie de A à Z, je pense. Salut. Moi, j'aimerais bien que vous reveniez sur cette question de l'opposition entre antiracisme politique et antiracisme moral. Parce que moi, il y a un autre antiracisme moral que je vois se dessiner. Enfin, j'entends pas beaucoup de gens dire ça, mais pour moi, ce que les gens vont appeler le wokisme, c'est une espèce d'antiracisme moral, en fait. C'est être un peu poseur aussi dans les luttes sociales. Voilà, c'est avoir un féminisme de façade, avoir un soutien aux personnes musulmanes opprimées de façade, c'est avoir un antiracisme de façade. Et c'est pas le wokisme, c'est pas le problème du wokisme, c'est de pas savoir dire ce qui est bien et pas bien. C'est dire ah bah moi je trouve que les juifs c'est cool, voilà, sauf qu'en fait non, il y a des juifs qui génocident des gens, il y a des juifs qui portent des idées progressistes, révolutionnaires et qui veulent respecter les autres personnes. Du coup, moi je trouve qu'il y a un truc quand même dans la gauche et notamment l'extrême gauche qui est une tendance à ce côté un petit peu poseur aussi. Et du coup, j'arrive pas à être convaincu par cette opposition antiracisme politique et antiracisme moral. Donc je veux bien que vous y reveniez. Je sais que ma question est pas très claire. Ok, bon, c'est très bien. Merci. En fait, je pense que l'opposition que tu décris, l'opposition entre antiracisme moral et antiracisme politique, je pense que c'est une opposition qu'on peut retrouver dans d'autres combats contre d'autres formes d'oppression et dans d'autres combats minoritaires, donc que ce soit le féminisme ou je sais pas, les luttes LGBTQIA+, etc. En fait, je pense que le cœur du truc, c'est est-ce que tu vas raisonner à un niveau individuel avec donc l'idée que des gens ont des biais, ont des stéréotypes qui vont devoir déconstruire, qui vont devoir faire un travail sur eux, etc., pour ne plus être oppressifs à un niveau individuel, ou est-ce que tu vas penser les structures qui produisent de la violence, qui produisent des oppressions, qui produisent aussi des comportements individuels. Et en fait, c'est ça surtout, je pense, le cœur de l'opposition entre antiracisme politique et antiracisme moral. Pour reprendre l'exemple que je donnais tout à l'heure, il est évident aujourd'hui que l'une des structures, c'est évidemment pas la seule, mais l'une des structures qui produit de l'antisémitisme, c'est le fait que les juifs en France, leurs institutions, etc., soutiennent massivement le génocide en Palestine, et que pour beaucoup de gens qui ne considèrent que le génocide n'est pas quelque chose de bien, ça va leur donner une certaine vision des juifs. Donc si on ne lutte pas contre l'hégémonie du sionisme, contre l'adhésion au sionisme des juifs, qui est une structure déterminante, ce sera impossible de lutter contre l'antisémitisme, et c'est pour ça que nous on considère qu'on ne peut pas parler de lutte contre l'antisémitisme sans parler de la Palestine. Moi je pense que ce que tu décris, en fait, on pourrait
nous on l'appelle antiracisme moral, mais dedans c'est vrai que parfois sans s'en rendre compte on peut aussi tomber dedans dans nos milieux avec des travers. Donc qualifions-le d'antiracisme libéral, justement avec des postures qui sont très individualisantes, justement plutôt que le fait d'affronter les structures. Pour moi le terme de woke aujourd'hui il est tellement galvaudé par l'ennemi qu'à la limite je préfère même me dire que moi-même je suis woke pour un facho si tu veux, et peut-être pas assez justement pour le camp qui a des idées libéralo-compatibles. Mais je pense aussi que parfois c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi qu'un exemple tout bête, moi, qui me vient en tête, c'est le concernisme. C'est-à-dire que moi, le concernisme, vraiment, c'est un truc, je vais pas dire que j'en peux plus parce que je pense qu'une personne qui a vécu son oppression, qui a réussi à mettre des mots dessus et à la théoriser, typiquement quelqu'un comme Fanon, mais je veux dire, on va pas reprocher à Fanon d'écrire sur la guerre d'Algérie alors qu'il n'est pas d'origine algérienne et qu'il l'a très bien fait. Un exemple tout bête, moi, tu vois, le concept de premier concerné, j'ai pas envie d'entendre ce que Éric Zemmour a à dire sur l'antiracisme politique. Je prends ce phénomène de manière très extrême, au même titre que je suis pas sûr que quelqu'un qui vient d'un courant féminisme sérieux a envie d'entendre Dora Muto juste parce qu'elle exprime son ressenti en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où je pense qu'effectivement, il y a parfois des écueils sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais la vraie question, c'est quand même déjà de savoir où est-ce qu'on se situe entre les deux. Et c'est vrai que le truc parfois de ce que tu décris comme poseur, mais qui pour moi justement va de pair avec une affirmation qui est individualisante du cas, et de penser qu'en fait bon bah voilà, je suis en train de me déconstruire, donc moi de mon côté ça suffit, après le travail est fait. C'est quelque chose aussi qu'il faut combattre parce que ça a ses limites, et qu'en fait la déconstruction qui est un phénomène qui existe, hein, je pense qu'on est en train de le faire à différentes mesures, n'est pas un phénomène qui suffit à attaquer une structure, parce qu'on va pas attendre que chaque personne a différents degrés de déconstruction qu'on va accorder en disant bah tiens lui il est plus ou moins déconstruit, etc., en pensant que ça va suffire à renverser justement quelque chose qu'il produit. Alors, on parle effectivement, nous, d'antiracisme moral, mais peut-être que ce que tu décris peut être aussi décrit comme antiracisme libéral. Mais en tout cas, je pense que c'est une définition à laquelle on peut s'accorder aussi, et qu'on retrouve effectivement dans d'autres combats contre d'autres formes de domination. Ouais. Est-ce qu'il y a encore une question? Ben, on va pouvoir s'arrêter là. Alors, c'est une vraie question parce que je n'ai pas les idées très claires sur le sujet, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans une certaine frange de ceux qui soutiennent légitimement la lutte de la Palestine, il s'est développé une certaine assimilation entre judaïsme d'une part et politique israélienne d'autre part? Ouais, je pense que la réponse est oui. Et je pense que la réponse est oui pour la bonne et simple raison que cette assimilation est partout dans la société. C'est-à-dire qu'on a aussi bien des médias qui constamment considèrent que tout ce qui relève d'une parole de soutien à la Palestine va être antisémite, c'est dire que tous les juifs sont des Israéliens, etc. Il y a donc, en fait, comment cette assimilation ne pourrait pas exister quand elle est partout dans la société, y compris chez les juifs eux-mêmes? Et c'est ça qui est quelque chose d'un peu peut-être délicat à penser aussi pour nous qui sommes des militants. Nous, on sait que tous les juifs ne sont pas sionistes, que tous les juifs n'ont pas toujours été sionistes dans la écrasante majorité, mais comment on fait face à la réalité matérielle qui est que énormément de juifs le sont aujourd'hui. Et il y a des gens qui constatent ça. Et donc, juste dire non, juif et sionisme, ça n'a rien à voir, n'est à mon avis pas une solution. Il faut qu'on réussisse à porter un discours pour expliquer que c'est un processus qui a des raisons et contre lequel on doit lutter. Mais juste se retrancher derrière non, ça n'a rien à voir, à mon avis, n'est pas une solution fonctionnelle. Mais deuxième chose, si tu parles vraiment du mouvement de solidarité avec la Palestine lui-même, nous, on a été confrontés vraiment à des vagues justement de confusionnisme, voire même de conspirationnisme qui imprégnaient parfois les manifs de manière un peu plus conséquente. Enfin, si on parle des principales orgas et des gens qui sont membres d'orgas comme Urgence Palestine, comme Samidoun, comme BDS, etc., moi, je trouve que ça n'a jamais été aussi clair. Par contre, que dans des manifestations dans lesquelles il y a pas mal de primo-manifestants, mais comme ça a été le cas, par exemple, pendant le mouvement des Gilets jaunes, des gens qui viennent pas forcément
qui traînent pas forcément un gros bagage idéologique, on ait pu voir cette confusion. Oui, c'est logique pour les raisons que vient d'invoquer Elie. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce qu'il faut faire par rapport à ça pour lutter efficacement, il faut politiser toutes ces questions. Et parce que c'est la dépolitisation aussi qui produit des lectures potentiellement racistes des phénomènes sociaux. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Ouais, je pense qu'on... Et juste... Juste pour rappel, vous l'avez tous vu, mais toutes et tous vu, mais il y a un beau prix libre à l'entrée qui servira à vous donner ce qu'il y a dedans. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre, s'il vous plaît. Voilà. Et merci à toutes et tous d'avoir été présents. On est encore une fois, on vous remercie pour cet échange de grande qualité, comme d'habitude. Et puis on espère se recroiser très bientôt ici ou ailleurs. Ouais, merci à tous les deux, vraiment. Juste, il y a donc les tables, la table de l'offensive devant, si vous voulez venir discuter un petit peu avec l'offensive, et puis la table avec les livres de Tzedek et leurs t-shirts qui ont l'air super. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous et puis boire un verre pour terminer. Moi, je voulais dire une dernière chose. Avant tout, un grand merci à l'offensive et à la Moulinette. Le simple fait de pouvoir organiser ce genre d'événement, que ce soit par les assos qui les portent ou les bars, c'est hyper important. C'est déjà un parti pris qu'il faut saluer et qu'on peut applaudir toutes et tous ici, je pense. Et puis deuxième chose, on a un groupe Tzedek à Lille qui ne demande qu'à être agrandi avec nos camarades Victoire, Anto, Azaël et j'espère des gens que je ne connais pas encore qui seraient susceptibles de nous rejoindre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à faire passer le mot. Encore merci à toutes et à toutes et puis bonne soirée. Et merci l'offensive encore.